Salut les bouseux. Aujourd'hui, pas de billet d'humeur habituel, mais on va s'intéresser à 4 arguments récurrents dans les débats sur le sujet du véganisme. Des arguments qui paraissent pertinents, mais en fait non. C'est d'ailleurs le titre. Plus précisément, on va s'intéresser à 2 arguments en faveur du véganisme et 2 arguments contre le véganisme, les décrypter et voir un peu où ça coince. Premier argument contre le véganisme, c'est de dire qu'il va faire disparaître des races animales. Des races animales, c'est chiant à dire. Ainsi, des races vont disparaître. On va perdre du patrimoine génétique, vu que dans un système vegan, les animaux n'ont plus aucune utilité, qu'on va pas tous en faire des animaux domestiques, et qu'on peut pas se permettre de faire des réserves ad vitam aeternam. Les végans sont en général assez clairs face à cet argument en disant que de toute façon, on s'en branle, les vaches elles s'en foutent, qu'on sauvegarde leur patrimoine génétique en échange de se faire tuer. Et ça se défend assez bien. Mais je vais partir du principe que, pourquoi pas, sauvegarder le patrimoine génétique des races domestiquées est un argument opposable à l'argumentaire vegan. On va donc partir de ça. Le problème, c'est que l'élevage intensif, industrialisé, a fait disparaître énormément de races locales. Ces races locales, rustiques, étaient adaptées à un terroir, à un climat, à des maladies plus ou moins fréquentes selon les régions, etc. Avec l'élevage en batterie, en hors-sol, le climat et le terroir, on n'en a plus rien à foutre. Ce ne sont plus des paramètres à considérer. Peu importe que le poulet résiste mieux à des températures basses, vu qu'il est dans un local chauffé. Peu importe que la vache arrive à bouffer des herbes faiblement nutritives, vu qu'on lui refile du tourteau de soja. Et c'est pareil pour la résistance aux maladies, vu qu'on les bourre d'antibiotiques. Ainsi, tout ce qu'il reste à prendre en compte, c'est le facteur de la productivité. Les races sont alors sélectionnées uniquement sur leur capacité à produire de la viande, du lait, des œufs, etc. Et donc forcément, les races moins productives finissent par disparaître, et quelques races très productives ont la suprématie. Bande de racistes. L'élevage intensif, qui est la norme, fait disparaître des races d'élevage, des races anciennes. Il est ainsi totalement insensé, au mieux ignorant, au pire hypocrite, de défendre l'élevage sous sa forme actuelle sur le prétexte de défendre la variété du patrimoine génétique des races d'élevage. Ce n'est pas compatible. Le seul moyen d'être cohérent en tenant un discours à la fois anti-vegan et pour la sauvegarde du patrimoine génétique des races d'élevage, c'est de défendre une agriculture extensive. Or, dans les faits, les gens qui opposent la sauvegarde du patrimoine génétique comme argument anti-vegan, en fait souvent ils en ont rien à foutre de tout ça. Sinon ils se seraient opposés depuis longtemps à l'élevage intensif, ils s'offusqueraient des tracteurs qui ont fait disparaître les races de chevaux de trait. Au lieu de ça, ils se soucient du sort du patrimoine génétique seulement pour s'opposer aux véganes. Donc cet argument ne tient pas car il est le plus souvent opportuniste. Nous passons au second argument bancal mais fréquent en faveur du véganisme. L'élevage ne serait pas rentable en ce qui concerne la consommation de ressources. Cet argument existe sous plusieurs formes, mais on va s'intéresser à une en particulier. C'est que l'élevage produirait moins de calories qu'il n'en consomme. En moyenne, l'élevage consomme 1500 calories d'origine végétale pour en produire 500 d'origine animale. C'est vrai. Alors dit comme ça, évidemment, l'élevage, ça paraît complètement con. Sauf que c'est un mensonge par omission, et à plusieurs niveaux. En effet, les ressources végétales ne contiennent pas les mêmes nutriments que les ressources animales. Ce n'est pas que des calories interchangeables, et surtout l'élevage ce n'est pas que de la production de calories. Les calories d'origine végétale qui sont consommées par la chaîne de production de l'élevage, et c'est pareil pour l'eau par exemple, elles sont transformées en calories animales, mais aussi en ressources supplémentaires. Les os, le sang, qui n'est pas forcément consommé, la graisse, le cuir, les plumes, les déjections qui servent d'engrais, etc. Bref, des ressources qui ont une valeur, une utilité et sont à l'origine de plusieurs chaînes de production. Mais ce n'est jamais pris en compte dans la comparaison. Pourtant, si on veut comparer la rentabilité des deux systèmes, agriculture et élevage, faut comparer tous les éléments. Pourtant, ce n'est jamais fait, parce que les véganes ont bien des systèmes alternatifs pour le gras, les plumes, le cuir, tout ça, mais pour les os, le sang et les déjections, que dalle. Parce que ça sert d'engrais. Et on n'a rien pour les remplacer, si ce n'est les engrais chimiques de synthèse qui ne sont pas durables. Actuellement, la nourriture végane, elle est produite soit avec des engrais chimiques, et donc avec les problématiques qui sont liées à l'industrie chimique, soit avec les déchets de l'exploitation animale, ce qui est très ironique. Dans certains cas, il a fallu exploiter des animaux pour faire pousser des fruits, légumes et céréales qui permettront de nourrir des véganes. Enfin, pour finir rapidement sur ce pseudo-argument de la non-rentabilité, il faut savoir qu'il ne fonctionne pas contre un système d'élevage extensif, parce que l'élevage extensif, lui, il permet de valoriser des pâturages. Contrairement à l'élevage en batterie, l'élevage extensif consomme des calories venues de l'herbe qu'on ne peut pas ingérer nous-mêmes, n'étant pas herbivores. Et en plus sur des terroirs qui ne sont pas forcément valorisables autrement. Je pense à la montagne, aux zones humides, mais aussi les sols pauvres, rocheux, etc. Tout ça, ce n'est pas pris en compte dans la comparaison très réductrice et même mensongère consistant à dire que l'élevage ne serait pas rentable par rapport à un système vegan. Donc on ne peut rien en conclure, donc ce n'est pas un bon argument.
J'en profite pour bien relever que la grande majorité des arguments contre l'élevage sont en réalité des arguments contre un certain type d'élevage, l'élevage intensif, industriel, hors sol, productiviste, mais ça réduit un système à une seule méthode. Bien entendu, cette méthode est globalement la norme, mise à part pour les ruminants, pour l'instant, mais rejeter la norme ne peut pas permettre d'ignorer les alternatives, comme si l'élevage ne pouvait être que industriel, c'est réducteur. Troisième argument moisi, cette fois contre le véganisme. Nous sommes omnivores, nous n'avons donc pas le choix, nous devons manger de la viande. En particulier, nous sommes omnivores opportunistes, et donc ni carnivores, ni frugivores, comme l'affirment les extrémistes de chaque camp. Le paradoxe, c'est que justement, un régime omnivore opportuniste offre beaucoup de choix. Nous pouvons sélectionner ce que nous mangeons si nous ne sommes pas dans une situation de survie. Nous faisons tous des choix alimentaires, parfois pas très raisonnables, comme manger peu de fruits et légumes, mais on n'en crève pas, enfin pas tout de suite. Par exemple, dans certaines cultures, beaucoup de cultures, on mange des insectes, beaucoup d'insectes. En Europe, pas du tout. Est-ce que le fait de ne pas manger d'insectes en Europe pose un problème d'alimentation? Non. De la même façon, dans d'autres cultures et à d'autres époques, la consommation de viande n'est pas forcément aussi importante que dans notre société actuelle. La seule imposition d'un régime omnivore est de varier la nourriture. Nous devons manger un peu de tout. Mais notre métabolisme ne nous impose pas de manger tous les jours des petits lapinous élevés en batterie. Notre métabolisme ne nous impose pas de jeter des poussins dans un broyeur. Cet argument du régime omnivore obligatoire est plutôt bancal, car le choix de réduire drastiquement sa consommation de viande industrielle est tout à fait possible, tout comme l'est le choix de ne pas manger de produits d'origine animale à l'aide de compléments alimentaires, mais pas forcément pour tout le monde, comme j'avais pu en parler dans ma vidéo, un peu plus satirique, intitulée Véganisme et responsabilité. Enfin, dernier argument en faveur du véganisme, l'éthique. Ça, c'est un truc qui revient systématiquement parce que c'est un peu l'argument massu des véganes. À chaque fois, sur ma page Facebook, quand je faisais des billets pour déconstruire un mauvais argument vegan de façon rationnelle, il y en avait toujours pour ramener le sujet à l'éthique, et donc changer de sujet vu que j'avais démonté un de leurs arguments. L'idée, c'est ça. Si j'ai le choix de ne pas participer à l'exploitation animale, et que l'exploitation animale, c'est pas bien parce que ça fait de la souffrance, alors y participer fait de moi un connard. Et donc je suis censé me sentir obligé de ne pas être un connard, je suis censé ne pas avoir le choix. Mais là où ça coince, c'est que déjà on peut assumer d'être un connard. Il y a plein de gens qui le vivent très bien, regardez Zemmour. Faut pas s'imaginer que tout le monde cherche à être bien sous tout rapport, et qu'ainsi démontrer qu'une chose est mal est censé nous pousser forcément à ne pas la faire. Moi, par exemple, je sais que me moquer des gens plus bêtes que moi, c'est pas très bien et plutôt contre-productif, mais j'en ai rien à foutre parce que ça m'amuse. Ma justification, c'est qu'ils ne sont pas juste bêtes, mais aussi nuisibles. Normalement, je ne me moque pas des cons qui ne font de mal à personne. Quand même, je suis un connard, mais j'ai des principes. De plus, on peut avoir d'autres valeurs morales qui prennent le dessus sur la valeur consistant à ne pas faire souffrir inutilement des êtres vivants. Pour donner un exemple extrême, si ma valeur supérieure à toutes les valeurs du monde, c'est l'autonomie alimentaire, ce n'est pas compatible avec le véganisme, qui nécessite des compléments qu'on ne peut pas faire soi-même, il faut des labos. Pareil pour l'agriculture biologique. Le véganisme, selon nos connaissances actuelles, n'est pas compatible avec l'agriculture biologique. Donc si on considère l'écologie durable plus importante que la réduction de la souffrance animale, on peut refuser d'être vegan en faisant un compromis moral, et donc avoir bonne conscience. D'ailleurs, l'inverse, ça marche aussi, hein. Avec le pseudo-argument, la viande c'est bon. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? Bref, on peut ainsi avoir un sens des priorités, on peut hiérarchiser ses choix quand ceux-ci ne sont pas compatibles entre eux, et on peut carrément être cynique. C'est plutôt ma position qui consiste à dire que déjà, entre nous, entre humains, on n'arrive pas à se respecter au sein de la même espèce, alors respecter des poulets stupides et des chèvres qui ont un caractère de cochon, bon courage. Non, parce que c'est des saloperies les chèvres, hein, mais évidemment, les véganes préfèrent passer ça sous silence. L'argument de l'éthique, qui est donc un argument moral, il a vite ses limites, c'est subjectif, on peut en débattre éternellement sans savoir qui a tort et qui a raison, on peut se confronter à une autre grille de lecture morale de la réalité. C'est le cas des croyants, par exemple. Dans la Bible et dans le Coran, sûrement dans la Torah, après tout c'est dans la Genèse, Dieu il dit que les animaux sont sous la domination des hommes. Dieu dit que les animaux sont là pour se faire bouffer par les humains. Genèse, chapitre 9, verset 3, Dieu dit à Noé et ses fils, « Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. » Voilà, hein, c'est Dieu qui le dit, hein, c'est écrit dans son livre, il faut le savoir. Alors Dieu, il dit beaucoup de conneries, hein, mais si vous vous retrouvez face à un pratiquant qui prend un peu trop au pied de la lettre les consignes du grand Manitou, bah votre éthique consistant à dire que tuer des animaux c'est mal, elle fait pas le poids face à la parole de Dieu, hein, bande de mécréants. Bref, l'argument de la morale, ça paraît bien parce que c'est toujours une évidence pour la personne qui l'affirme, mais c'est en réalité bien trop subjectif pour en faire un argument solide.
Voilà pour nos 4 arguments qui ne sont pas pertinents selon moi. Vous remarquerez que la contre-argumentation se base sur des évidences ou de la simple logique. Elle ne nécessite pas tellement de sources ou d'études compliquées. Pour ça, vous vous démerdez. J'ai choisi ces 4 arguments exprès dans ce but en espérant que cette émission vous permettra de débloquer facilement certains débats. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!